Merci d'être avec nous. Première recommandation, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à tweeter, à Instagrammer, à Facebooker, à nous filmer en live même si vous voulez. Le principal, c'est qu'on soit entendu bien au-delà de cette salle. Donc surtout, n'hésitez pas si vous avez des outils pour. Voilà. Alors on est ensemble jusqu'à 16h30 pour évoquer un mot qui stimule autant en fait les transporteurs sanitaires qui peut leur hérisser le poil. C'est le terme paramédic. Alors on parle évidemment de la référence anglo-saxonne qui permet à des ambulanciers d'être formés à des gestes invasifs qui sont normalement dévolus aux médecins ou aux infirmiers sous protocole. Alors le paramédic en fait c'est une sorte de super infirmier comme il en existe déjà aux États-Unis, au Canada, à Singapour, même en Malaisie, en Belgique, en Allemagne, enfin dans plein de pays. Mais pas chez nous. Et justement, en France, en fait, certains sont pour une évolution de la formation d'ambulanciers vers plus de paramédics et d'autres non. Et puis, en plus, vous avez de la chance, c'est que, on les a réunis aujourd'hui pour vous et il y en a peut-être également dans la salle, donc on aura besoin que vous nous disiez ce que vous en pensez. Voilà, donc on va en fait tout simplement parler des avantages et des inconvénients de ce qu'on peut appeler une doctrine, le paramédics, et ce que ça changerait en fait concrètement dans vos métiers si demain, vous deveniez tous des paramédics. Voilà, donc pour en parler, mes invités du jour, Didier Huber, qui est premier vice-président du collectif ambulancier des transports sanitaires et d'urgence de France, le CATSUF, donc je pars de gauche à droite. Bruno Huette, qui est vice-président du syndicat national des infirmiers anesthésistes. Luc Delaforcade, président de Jussieu Secours, qui est un réseau de services d'ambulance basé à Paris. Et comme tout réseau, bien sûr, qui est en France. Patrick Ergen, qui était là avec nous ce matin, qui a vécu la conférence animée de ce matin, et je le remercie d'être resté avec nous, qui est vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, en charge du secours à personne et du service santé et secours médical. Patrick Hughes, c'est Hughes ou You alors du coup ? You, d'accord, Patrick Hughes, président d'Assistance Ambulance, qui est une société basée dans la région nantaise, et Laurent Facon, qui est également resté avec nous, qui était là ce matin, directeur du centre de formation des ambulanciers de la Croix-Rouge française de Paris. Voilà, on va commencer... Ah, non, très important. J'ai un invité fil rouge aujourd'hui, il n'était pas là ce matin, mais il nous a rejoint, c'est le docteur Louis Rouxel, qui est là au premier rang, qui est médecin urgentiste, directeur médical et cofondateur de Nomadic. Nomadic, c'est une société qui développe une solution d'examen médical connectée à destination des intervenants préhospitaliers. Donc voilà, il y aura mes invités qui sont là évidemment, qui auront la parole principalement. Et puis je demanderai de temps en temps... Solution de télémédecine. Voilà, solution de télémédecine. Donc on en parlera avec tous ces invités. Alors je vais d'abord vous lancer, messieurs, sur une petite définition pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est que le paramédic ? Qui se lance ? Laurent Facon a un petit sourire, je sens qu'il veut nous expliquer. Allez-y, lancez-vous. En fait, c'est difficile de donner une définition française. Il y a la loi de 86 fixant le fonctionnement de l'aide médicale d'urgence. Il a peut-être un peu, dès 1986, fait mourir dans l'œuf la notion de paramédics à la française. Donc c'est peut-être déjà un problème de l'appeler paramédics. Il faudrait peut-être l'appeler autrement, différemment, pour pouvoir apporter une réponse française dans notre système avec une spécificité qui est des soins médicaux préhospitaliers, la place que pourraient avoir des professionnels avec des compétences étendues. Et il faut vraiment qu'on parle de ça, c'est quelles compétences étendues, pourquoi faire, plus que vouloir coller une étiquette de paramédics. Alors justement, au Canada, par exemple, qu'est-ce qu'ils font de plus, les paramédics, que font les ambulanciers français ? Je vais laisser Patrick en parler à ce moment-là. Alors, je t'en prie. C'est toi qui... Voilà, pour qu'on ait au moins un exemple précis, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Alors, bon, tout d'abord, il y a le Canada et le Québec. Paramédics, moi, personnellement, je suis pas fan. Ça correspond vraiment... Parlez bien devant le micro. Non, paramédics, ça correspond vraiment à une définition anglo-saxonne. C'est vraiment un type de prise en charge très spécifique. Alors, au Québec, on a une situation qui est plus le technicien ambulancier, qui correspondrait plus à une TB. Le Canada, dans l'Ontario, on part sur 3 ans de formation avec des prises en charge très spécifiques, avec la possibilité d'intuber sur protocole, la possibilité d'injecter des drogues. On n'est pas vraiment dans le même schéma. En France, comme disait Laurent, la loi de janvier 86 sur l'aide médicale urgente
nous a mis des barrières très spécifiques sur les prises en charge. Donc, on va en parler tout à l'heure, mais il faut qu'on évolue. Mais vraiment, le paramédic, c'est vraiment, pour moi, anglo-saxon, quoi. Allez-y. Oui, non, juste pour dire que paramédic, bah oui, c'est un terme anglo-saxon. Et que l'équivalent en français, ce sont les paramédicaux qui sont... effectivement, il y a une liste de professionnels qui sont considérés comme des paramédicaux, dont les infirmiers, les kinés et toutes les professions paramédicales qui existent dans le Code de la santé publique. Et les ambulanciers qui sont au titre 9. Alors pourquoi ce mot fait tant grincer des dents quand on en parle en France? Parce que c'est un petit peu ce que j'ai constaté quand j'ai tâté un peu le terrain sur ce sujet-là. Mais mettez bien le micro. Ouais, non, le problème, c'est que ça fait grincer parce que, et pour avoir été l'année dernière dans les réunions au ministère, où le syndicat avait fait des propositions, il y a un casus belli de la part des représentants des médecins urgentistes, que ce soit la SFMU, SAMU Urgences de France ou la MUF, qui considèrent qu'il n'y a pas de place pour la paramédicalisation, et ils l'ont de nouveau dit dans la publication de leur livre blanc qui date d'il y a 2 ans. D'accord. Donc voilà pourquoi ça a fait grincer des dents. Alors on en connaît les raisons, on pourra éventuellement en parler après. Tout à fait. On peut même en parler maintenant d'ailleurs. Quelqu'un, Didier Huber peut-être, ou Luc de la Forcade. Pourquoi on grince tant des dents? Je pense que d'abord il faut resituer la définition du terme paramédic. C'est un peu comme le nom d'un groupe de musique. Avant de trouver le nom du groupe, il faut savoir de quelle musique on joue et qu'est-ce qu'on veut faire. Voilà. Si les musiciens se réunissent et la première répétition consiste à chercher le nom du groupe, ça n'est pas forcément le plus opportun. Donc l'idée, c'est de se dire, on est dans un schéma, on parle de paramédic par rapport au Canada. On est en France avec un système d'exception, à tout niveau d'exception, parce que la France est globalement le seul pays à avoir le système SAMU, et ce système où c'est la médecine qui intervient, c'est l'hôpital, enfin vous connaissez le stay and play, etc., qui est un système qui est assez extraordinaire, dans lequel les ambulanciers jouent un rôle comme une pièce de puzzle. Donc avant de façonner une pièce de puzzle, etc., il faut la replonger dans le contexte national, dans le schéma global qui est celui de l'aide médicale urgence à la française, avec les SAMU, avec le système SMUR, le système intervention, etc., et le rôle de nos amis sapeurs-pompiers et l'ensemble des partenaires. Donc l'idée est de prendre globalement la pièce de puzzle canadienne et la mettre en France, on ne va pas savoir l'imbriquer. Donc il vaut peut-être mieux partir des besoins. Quels sont réellement les besoins par rapport au schéma et comment les ambulanciers peuvent s'impliquer et progresser dans un terme qualitatif pour être en concordance totale avec un système d'exception qui est le système de réponse à l'urgence à la française. Il y a une étude qui a été faite par Reuters, l'agence Reuters, une étude médico-technique assez approfondie sur les 19 pays industrialisés. Bon, elle est assez ancienne, elle a plusieurs années, mais les choses n'ont pas vraiment changé, qui classe les 19 pays industrialisés parmi l'efficience sur des critères médicaux précis de la réponse à l'urgence. Et la France arrive en tête. Les États-Unis sont plutôt 19e. Je ne sais pas où sont les Canadiens, mais globalement, ils ne sont pas dans la frange supérieure. Donc on a un système qui est exceptionnel. Donc le débat est parfaitement sain de réfléchir comment on peut s'imbriquer dans une évolution et surtout répondre aux vrais besoins du prescripteur et aux vrais besoins du dispositif. Par contre, l'idée de choisir un nom paramédic et de le balancer à la canadienne, on risque d'être quelque part un peu inapproprié, alors qu'on a la chance d'être intégré à un système d'exception, oui, à mon sens. Didier Huber, sur cette question, après Patrick Erdgen. Donc je rejoins Patrick Hugh sur le terme québécois, mais c'est vrai qu'après tout, c'est technicien médical d'urgence. Voilà. Après, le souci que nous avons en France, c'est un corporatisme exacerbé. Et le problème, c'est que beaucoup de corporations ne pensent pas du tout aux patients. Et j'ai trouvé un rapport au nom de la commission des lois du 12-10-2016 qui disait que le système français arrive à bout de souffle. Coordination des responsabilités imparfaites, organisation non optimale et des difficultés de mise en œuvre. Donc je pense qu'effectivement, il y aurait
je pense, comparé à certains collègues, beaucoup de modifications à faire, Oui. sans aller non plus au système américain ou québécois, qui pour moi est compliqué à mettre en place à cause du temps de formation. D'accord. Patrick Erdgen, vous, en tant que sapeur-pompier, vous portez quel regard sur le paramédic? Bon, le mot paramédic, c'est effectivement, ça crise peu tout de suite, c'est- ou ça éveille un peu, mais en tout cas, ça remplit une salle. Donc, moi, je trouve que c'est déjà bien. Voilà. Les paramédics du monde anglo-saxon, c'est ce que c'est. En France, ce serait une sorte de fonction qui serait intermédiaire entre celle d'un infirmier anesthésiste et celle du médecin, très très schématiquement. Donc on est tous à peu près d'accord pour dire que dans notre fonctionnement, la pièce du puzzle, comme mon voisin vient de le dire, elle n'est pas extrêmement, elle ne trouve pas tout à fait sa place. La question, elle est-ce qu'il y a un milieu entre ce que les anglo-saxons appellent le basic life support, le secourisme, voilà, qu'on va l'appeler comme ça. Est-ce qu'il y a un milieu entre ça et de la réanimation préhospitalière lourde, celle qui a été inventée dans les années 60, à l'époque où il y avait 15 000 morts par an sur les routes, où on mourait encore parce que dans le gaz de ville, il y avait de l'oxyde de carbone, et effectivement, où globalement, on était dans un milieu un peu moins sécurisé. Voilà. Est-ce qu'il y a de la place entre les deux extrêmes? On serait un petit peu si dans le reste du système de santé, on avait d'une part des maisons médicales de garde, et d'autre part des services de réanimation lourds, et qu'il fallait faire le choix entre les deux. Et on est exactement dans le même système en France. Alors certes, c'est un système d'exception, mais je pense que le système d'exception créé dans les années 60, consacré en quelque sorte par une loi de 86, en 2017, il faut s'interroger sur sa pertinence et peut-être sur l'évolution qu'il doit connaître. Nous, alors je dis nous, on va dire les sapeurs-pompiers, d'accord ? Très clairement, ce qu'on pense, c'est qu'il y a une place entre les deux. Et la place entre les deux, on a constaté les barrières, hein, qui parlait de barrières. Nous, on a un défaut quand on a une barrière, soit on passe au-dessus, soit on passe à côté, soit on la renverse. Mais si on veut avancer, on essaye d'avancer. Alors, contre absolument toutes les belles organisations qui ont été citées tout à l'heure, donc les sapeurs-pompiers, hein, ont mis en place ce qui ressemble peut-être le plus, ou ce qui est le moins éloigné des paramédics. Ce sont des infirmiers diplômés, qui dans nos rangs, d'abord spontanément, en rencontrant une difficulté, parce qu'ils n'étaient pas pompiers comme infirmiers, mais comme pompiers tout court, c'est-à-dire qu'on leur a donné des protocoles, et puis on leur fait faire la prise en charge soit initiale, soit peut-être suffisante de beaucoup de situations. Tout le monde le sait. Peut-être pour ça que vous m'avez invité d'ailleurs. Tout le monde le sait, c'est pas exactement des paramédics, c'est assez différent, mais ça s'inscrit dans le système français, c'est dans le code de la santé publique, enfin ça existe. Mais effectivement, ça froisse ceux qui voudraient que le monopole demeure sur la réanimation préhospitalière lourde. Voilà. Donc si vous avez d'un côté une maison médicale et de l'autre côté un service de réanimation, eh ben vous mettrez peut-être plein de gens en réa qui n'ont pas forcément besoin de réa. Mais il faudra un tout petit peu plus. Voilà. Luc de la Fourcade n'a pas l'air particulièrement d'accord, il va nous dire pourquoi. Si, je suis d'accord sur plein de choses qui ont été dites, mais je vais peut-être aller plus loin. Je pense qu'il y a un point qu'il ne faut pas oublier, c'est la médecine. Et c'est la médecine qui sauve. Les partenaires de toute la chaîne sont en fait des bonnes volontés professionnelles, techniquement adaptées, à permettre à la médecine de sauver. Et donc, en haut de la pyramide, il y a la médecine. Et la médecine, c'est l'hôpital, c'est la régulation médicale. Donc si effectivement, dans un hôpital, on dirige un patient sur une destination inadaptée, effectivement, il y a peut-être un problème de régulation médicale, raison de plus pour renforcer cette cohésion et cette régulation médicale. D'autre part, on est quand on parle du Canada ou de l'outre-Atlantique, dans cette chaîne donc américaine des soins, il y a des trauma centers, des hôpitaux où vous avez George Clooney et Pamela Anderson qui vous attendent avec le stéthoscope autour du cou et qui savent déjà qui va arriver. On est loin de ça dans les hôpitaux français. Donc la pierre angulaire du système, c'est la médecine, c'est la régulation médicale. Et une des composantes essentielles, notamment des intervenants médicaux de la régulation médicale, que sont les SMUR, ce sont les racines hospitalières, parce que c'est à l'hôpital qu'on fait de la médecine.
Donc, bien évidemment, et c'est là où je rejoins Patrick, c'est qu'il faut monter et adapter le niveau des intervenants intermédiaires. Bien sûr, pour éviter d'ailleurs, parce qu'il faut penser d'une part, bien sûr, à l'efficience, aux besoins du patient et aux besoins aux velléités, aux nécessités décidées par le régulateur et par le prescripteur. Mais au-delà de ça, on se situe dans un cadre économique. Et il faut évidemment que l'économie, le système que l'on propose soit économiquement pertinent. Donc, augmenter le niveau des sapeurs-pompiers, des ambulanciers, des intermédiaires qui permettront d'éviter une surmédicalisation ou qui permettront d'éviter des erreurs. Je vais prendre un exemple. Il y a une trentaine d'années, les ambulanciers ne prenaient pas l'attention. Et là, il y avait, je rejoins le cas de SUF, il y avait les infirmiers qui s'inquiétaient de voir des ambulanciers qui prennent l'attention parce que c'était un peu... on mange dans le précaré du voisin, ça allait pas. Bon. Finalement, au bout du compte, aujourd'hui d'ailleurs sur le terrain, lorsque l'ambulancier se présente aux urgences pour présenter un patient et dans son bilan exprime la tension, la saturation d'oxygène, etc., les paramédicaux, les infirmiers d'accueil sont les premiers très satisfaits de ça et demandeurs. Donc il y a absolument aucun problème. Ce qui se passait il y a quelques années, il n'y avait pas la prise de tension par l'ambulancier. Donc, soit il transportait un patient qui était instable, et comme il n'avait pas pris la tension, eh bien, on risquait une mobilisation inadaptée du patient. Soit au contraire, le médecin régulateur du SAMU s'inquiétait et envoyait une équipe médicale pour s'apercevoir que finalement la mobilisation du patient était faisable. Donc progressivement, on a évolué parce que ça permet une meilleure pertinence dans le choix des moyens, dans la mobilisation ou pas du patient. Et on arrive donc à progresser en ce sens. Donc il y a une pertinence économique, ça évite une surmédicalisation ou, à l'inverse, ça évite effectivement des accidents. Mais en tout état de cause, il faut bien avoir ces aspects présents à l'esprit, la pertinence économique et l'inclusion dans un système qui part du lieu de détresse jusqu'à l'hôpital et la destination, chapeauté par la médecine, qui est l'entité du haut, et qui a ses racines hospitalières, d'où elle tire sa compétence. Alors, tout à l'heure, je le disais, il y a des paramédics un peu partout autour de nous, en Belgique, en Allemagne, et puis en Asie. Est-ce qu'on a raison, finalement, peut-être Laurent Facon là-dessus, puisque vous êtes notre caution formation, est-ce qu'on a raison de préserver comme on le disait tout à l'heure, une exception à la française, ou est-ce qu'on ne risque pas de s'ostraciser un petit peu en refusant, entre guillemets, d'aller vers du paramédic ? Est-ce qu'on ne fait pas les irréductibles gaulois, comme d'habitude ? Cette année, c'est les présidentielles. Le débat, il est politique. On ne pourra pas l'avoir ici. Le choix d'un système médical et son financement, le choix d'un système de secours et son financement, ça relève des politiques. Donc peut-être qu'un jour, on se retrouvera dans 10 ans et on aura fait un constat que notre déficit public ne permet plus de maintenir ce système et qu'on le fait évoluer. Mais actuellement, ce n'est pas l'actualité. Oui, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de besoin particulier de changer le... Je pense qu'en fait, le problème, c'est ce que disait Luc un petit peu, c'est les évolutions technologiques et les évolutions des compétences. Et c'est là, en fait, on reste bloqué dans un peu des tuyaux d'orgue avec des métiers. Et la porosité d'un métier à l'autre est quasiment impossible. Sauf que la médecine, c'est une science qui évolue, la technologie évolue, les âges évoluent, les pathologies des patients évoluent. Et nos formations ont du mal à évoluer parce qu'on a ces fameux tuyaux d'orgue et il y a une espèce de plafond de verre qui fait qu'on ne peut pas passer. Transférer un axe, ça devient très compliqué. Pour vous donner un autre exemple, on parle beaucoup du paramédics et on a dans l'image du paramédics l'urgence. Moi, je voudrais vous parler des conséquences de la loi HPST. Là, on n'est pas dans l'urgence, on est sur du transport. D'accord ? La conséquence de la loi hôpital patient santé territoire fait qu'on crée des soins d'aigus et des soins de suite et de rééducation. Ce qui fait qu'on va avoir une vraie politique ambulatoire et qu'on va sortir des patients beaucoup plus tôt qu'on ne les sortait avant. Qui fait les transports ? Des ambulanciers. Il n'y a pas d'infirmiers. D'accord ? Il y a un petit peu de transport infirmier interhospitalier qui se développe dans les grandes villes, mais ce n'est pas généralisé.
Donc, on a des systèmes de santé qui évoluent économiquement, qui amènent donc des patients nouvellement appareillés, avec des nouvelles pathologies, des nouveaux appareillages. Et comment on adapte le produit de formation? Eh bien, on ne l'adapte pas. Et donc, on se retrouve à mettre sur le terrain des ambulanciers qu'on n'a pas bien préparés, parce qu'ils nous le disent quand ils reviennent de stage. Vous m'avez préparé à faire des choses, mais je fais d'autres choses sur le terrain. Comment je fais quand je prends le patient qui est à domicile, trachéotomisé sous respirateur, que je dois débrancher, mettre sur batterie autonome, descendre dans mon véhicule, rebrancher? Comment je fais avec le pouce-seringue? Comment je fais avec la pompe à morphine? Comment je fais avec la pompe à nutrition? Et tous ces patients qui sont en hospitalisation à domicile, ça c'est vraiment une évolution, et on la constate, hein, c'est les conséquences de la T2A et de d'HPST, et on n'a pas su faire évoluer notre dispositif de formation. Donc, je trouve qu'avant de vouloir carrément révolutionner un système, réfléchissons comment on fait évoluer notre système au quotidien. Comment les nouveaux enjeux de santé publique, qui sont le vieillissement de la population, qui sont l'hospitalisation à domicile, qui sont la médecine ambulatoire, comment on peut monter en compétence nos professionnels pour qu'ils ne soient pas déstabilisés, et qu'ils mettent en danger éventuellement des patients, voire qu'ils mobilisent des SMUR parce qu'ils ne savent pas faire. Bruno Huet, je vous voyais réagir. Allez-y. Oui, non, alors, moi je pars d'un constat et par rapport à ce que la SFMU a publié dans son livre blanc. Qu'est-ce qu'il dit? Elle dit que la demande de secours a explosé. Mais par contre, que le nombre d'urgences vitales, lui, il stagne. Il ne bouge pas. Alors, on a un peu moins de pathologies routières, mais on a un peu plus de pathologies médicales. Mais sur les urgences vitales, en fin de compte, le nombre ne bouge pas. Alors moi, je pars du constat. Les pompiers de Paris ont fait une étude et le résultat, c'est que 80% de leurs interventions, il n'y a aucune action secouriste. Alors, pour les ambulanciers privés, c'est exactement la même chose, qu'ils interviennent sur la même région. Et quand on parle d'action secouriste, c'est la mise en place d'une attelle, la mise en place d'une compresse ou la mise en place de l'oxygène. Donc au final, j'en arrive à dire que, est-ce que la formation des ambulanciers et la formation des chefs d'arrêt au niveau pompier est suffisante pour évaluer une situation et éclairer le régulateur dans sa décision? Je pense que oui, pour un grand pourcentage. Alors après, il reste le pourcentage où il nécessite une prise en charge médicale, et ça, je pense qu'il ne faut pas la remettre en question, elle ne sera probablement pas remise en question en France, en tout cas pas tout de suite. Mais par contre, il y a une place pour une réponse intermédiaire. Et l'exemple que vous donniez tombe exactement dedans. Alors, en France, on a la réponse secouriste, on a la réponse SMUR, et on a une réponse intermédiaire qui existe dans certains départements par l'intermédiaire des infirmiers sapeurs-pompiers. Alors, les infirmiers, ils ont une formation de 3 ans. Et concernant la comparaison avec les paramédics canadiens, les infirmiers anesthésistes, eux, ils ont 5 ans de formation. Et entrecoupés de minimum pratiquement 3 ans d'exercice professionnel. Alors, on n'est pas tout à fait au même niveau. Donc, moi, je pense qu'il y a une place intermédiaire et que cette place, elle existe parce qu'il y a des professionnels qui sont formés et qui peuvent assumer cette responsabilité sous le contrôle du médecin régulateur, du SAMU. Par contre, au niveau des ambulanciers, il n'empêche pas qu'on peut quand même réfléchir sur l'évolution du métier d'ambulancier. Alors, je m'explique. Par exemple, les ambulanciers ils transportent tous les jours des malades qui sont sous perfusion. Et pourtant, ils ne sont pas habilités à surveiller un malade sous perfusion. Ce n'est pas dans le référentiel de formation, et réglementairement parlant, si on est habilité à faire quelque chose, on en a la responsabilité. Vos co-invités ne sont pas d'accord avec vous sur ce point-là. Allez-y, prenez la parole. Il ne s'agit pas d'être d'accord, il s'agit de lire le texte. Et c'est le module 4 qui précise clairement porteur de perfusion, poche de colostomie, etc. Enfin, c'est écrit noir sur blanc, mais bon. Ouais, non, mais moi je l'ai. Je l'ai la référence là, donc je pourrais le ressortir pour le retrouver. C'est pas un problème. Je dis simplement qu'à partir du moment où il ne faut pas faire la différence entre la compétence et l'habilitation. À partir du moment où vous êtes habilité à faire quelque chose, vous en avez la responsabilité. Ça veut dire que si un ambulancier, au cours d'un transport, la perfusion passe à côté et qu'il y a des séquelles, c'est pas l'infirmière ou le médecin de l'hôpital, c'est l'ambulancier qui sera responsable. La compétence va avec la responsabilité. C'est indissociable. Donc, entièrement d'accord. Donc, un ambulancier, par exemple, pour une seringue électrique, c'est exactement la même chose. Un patient avec une seringue électrique, je suis désolé, il n'est pas habilité à surveiller un patient qui a une administration d'un médicament en continu par une seringue électrique. Et c'est là que je reviens sur la formation des ambulanciers, sur l'évolution qu'on peut éventuellement envisager. C'est effectivement une formation complémentaire de la formation initiale,
Parce que le rôle de l'ambulancier, à 90%, c'est du transport programmé. Donc, est-ce qu'il y a besoin de former tous les ambulanciers? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Et par contre, d'une formation complémentaire pour pouvoir effectivement aborder cette problématique de certains patients qui pourraient transporter, qui soient perfusés avec une seringue électrique d'un produit qui ne présente pas un danger particulier. Voilà. Patrick Hugh. Eh bien, j'aimerais... excusez-moi, j'ai oublié le prénom de mon interlocuteur précédent. Je vais l'inviter à venir vivre ma vie dans notre société. Moi, je suis un petit ambulancier de province. Et apparemment, ici, c'est Paris et le désert français. J'entends parler de Paris, c'est formidable. Effectivement, on peut avoir des infirmiers à tous les coins de rue. Mais moi, dans mon département, c'est pas le cas. J'entends parler que notre système, il est relativement bien classé, c'est ce que tu me dis. Mais pourquoi pas Luc, on va pas rappeler l'accident de Lady Diana et la prise en charge à la française, vu du côté des anglo-saxons. Oui, on peut être toujours le meilleur de quelqu'un. Mais en attendant, on récupère que 4-5% de nos arrêts cardio-respiratoires, alors que tous les pays industrialisés sont plutôt autour de 15-20. On ne sait pas si on est vraiment capable de surveiller une perfusion parce que c'est un boulot infirmier. Mais alors s'il faut mettre tous les infirmiers dans des ambulances, ça me paraît compliqué. Mais attendons, soyons sérieux. On a un maillage qui est extraordinaire, il est sous-exploité, clairement. On a des technicités qui sont là. Moi, je ne demande pas à devenir paramédic. C'est pas mon truc. Je demande à prendre en charge au mieux un patient. On a un numerus clausus qui fait qu'on ne peut pas avoir plus d'ambulances qu'on en est. Comment se fait-il qu'on a un tel turnover dans la profession? On fabrique des DEA à tire-larigot parce que les gens ne restent pas dans le métier. Plutôt que de former des DEA, travaillons sur des formations validantes, autres, type PHTLS, AMLS, ACLS, pourquoi pas? Enfin voilà, on doit faire évoluer notre métier, améliorer les prises en charge. Là, on voit qu'on a d'autres technicités qui arrivent, type le produit nomadique. Mais voilà, on peut être les... Là, nous, ça fait plus de 2 ans qu'on teste les lunettes connectées. On les a encore utilisées dernièrement sur un plan de secours. C'est pareil, on peut devenir les yeux et les mains du SAMU. Renforçons notre technicité, travaillons avec le maillage, guerre blanc-rouge, il n'y a pas à en avoir. À Nantes, enfin en Loire-Atlantique, je reviens effectivement, c'est pas la France, j'ai bien compris ce matin. On travaille pleinement avec les VLI. Effectivement, la douleur n'est pas une fatalité. On a une prise en charge, un patient qui code sa douleur 8-10. Eh bien oui, on est bien content de trouver nos amis pompiers avec les VLI. C'est parfait. Effectivement, on a 80% de nos missions qui ne sont pas du secours. Effectivement, peut-être. Mais ça reste pas moins des patients, un état qui peut se dégrader, etc. Donc on doit savoir faire des prises en charge. Voilà, c'est tout, c'est mon métier au quotidien. Alors, bienvenue, quand vous voulez, vous venez chez nous. Alors, Patrick Hergen, qui n'a pas pris la parole depuis tout à l'heure, et Luc de la Fourcade ensuite. Moi, je pense que si on se retrouve dans 5 ans, la question ne se pose plus. Ça s'appellera probablement pas Paramedix, mais la réponse intermédiaire, elle existera de manière plus sereine qu'aujourd'hui. Voilà. Vous savez, il y a 20 ans, les mêmes qui aujourd'hui nous disent qu'on est des dangereux criminels, nous les médecins-pompiers, parce qu'on donne des protocoles à des infirmiers et qu'on leur fait faire de la morphine, les mêmes, ils expliquaient qu'il fallait surtout pas faire délivrer un choc électrique externe par un non-médecin, c'était extraordinairement dangereux. Voilà. Donc c'est un phénomène assez classique. Ils brandissent la science, ils nous expliquent qu'on est de dangereux apprentis sorciers. Et puis ensuite, les choses se font. Et puis maintenant, c'est les mêmes qui publient sur les données des sapeurs-pompiers, essentiellement, mais on n'est pas les seuls, qui mettons en place les DSA. Donc on a un peu l'habitude. Donc moi, je colle mon ticket, comme on dit. On revient dans 5 ans et ça se fait. Pourquoi? Parce que ça se fait déjà. Et puis qu'après nous avoir dit c'est pas possible, vous êtes des dangereux apprentis sorciers, les mêmes l'organiseront. Moi je vous dis que dans 5 ans, ce sera ceux qui disent aujourd'hui que c'est dangereux qui l'organiseront. Voilà, ça c'est une première chose. Ces événements nous échappent, feignons d'en être l'instigateur. L'autre chose, et je vais redire ce que j'ai déjà dit ce matin, ne chargeons pas outre mesure le 15 et le régulateur. Mon voisin de gauche a fait un brillant plaidoyer pro SAMU de France. Même dire, je regrette que SAMU soit pas là. Je pense que ça aurait été intéressant qu'il donne un avis. Mais il n'était pas là non plus ce matin.
quand on parlait du rôle des ambulanciers dans l'urgence, je suis content que les sapeurs-pompiers donnent leur avis. J'aurais voulu aussi que l'ensemble du paysage donne le sien, surtout lorsqu'on l'érige à ce point-là au sommet de la pyramide. Alors oui, la médecine est au sommet, je suis médecin aussi, mais ça me va très bien, comme disent que les médecins, on sait tout faire. Sauf que moi, quand je vois un patient en arrêt cardiaque qui est récupéré, c'est parce qu'il y a quelqu'un avant moi qui est venu faire quelque chose. Sinon, je ne sers à rien. Et je dis toujours, on fait les finitions. Le médecin, il fait les finitions. Mais si avant, il n'a pas eu un premier répondeur, comme on voudra, un témoin, un professionnel, et puis, parce qu'on parle des paramédics, alors on va parler des paramédics, et puis une deuxième couche, quelqu'un qui fait plus de choses, aujourd'hui, dans notre système, c'est des infirmiers. Infirmiers DE ou infirmiers IAD en plus, il y a encore un sous-débat là-dedans, mais aujourd'hui, c'est cette profession-là. Et maintenant, on vient faire les finitions. Voilà, il y a une place, elle est évidente, elle est déjà tenue, ça fait une quinzaine d'années. Elle est déjà tenue, c'est controversé, c'est décrié, c'est pas encore partout le cas, mais ça sera bientôt. Petit à petit, ceux qui nous disaient qu'on était des dangereux criminels nous expliquent peut-être que du bout des lèvres, on peut faire un tout petit peu quelque chose. Ça fait longtemps qu'on a dépassé ça. Ça va se faire, laissez s'agiter. Et pour finir, alors pardon, mais la réglementation, et puis je suis habilité à... Comment est-ce qu'on fait quand on va auprès de quelqu'un qui a une poche urinaire, qui a une perfusion, qui a une trachéotomie, et s'il faut qu'on le transporte aux urgences, qu'est-ce qu'on fait? On le transporte. Et je dis on, j'ai parlé des sapeurs-pompiers, je ne parle pas du médecin de sapeurs-pompiers, sapeurs-pompiers. Ils le transportent. Ils ne sont pas habilités à, bien sûr, ce n'est pas leur boulot de surveiller une trache, de surveiller une voie veineuse périphérique. Non, ce n'est pas leur boulot. Ils n'ont pas toute l'expertise pour de A à Z le faire. Et ça, ok, on réglemente les gens dont c'est l'expertise. Mais quand il faut les transporter ou quand il faut leur porter secours, on leur porte secours. Et on ne va pas dire stop, j'attends un infirmier diplômé parce qu'il a une traque. Ben dis donc, il y en a qu'on attendrait longtemps. Voilà. Donc, du mollo sur la réglementation, faisons ce qu'on sait bien faire, faisons ce qui est utile. Rappelons-nous que la réglementation ne fait que suivre les pratiques, pardon. Hein. J'ai fait du droit, hein, j'ai fait médecine et j'ai fait du droit, j'ai fait 2 facs. Donc je peux en parler. La réglementation suit les pratiques, elle ne les précède pas. Et c'est à nous d'inventer les pratiques. Je ne dis pas qu'il faut jouer aux apprentis sorciers. Je ne suis pas en train de dire, les gars, dysfonctionnez, faites n'importe quoi. Non. Je dis, une pratique cadrée, faite de manière un peu scientifique, un petit peu de retour d'expérience, un peu de publication, évaluée, c'est ça qui fait bouger la réglementation. Sinon, effectivement, on reste au corporatiste de l'ancien régime, mais tout ça, c'est fini. Alors, Luc de la Fourcade, et ensuite on ira voir le docteur Louis Rouxel, et on a juste une petite question. Voilà, et on reviendra vers. Je pense qu'il faut vraiment, d'abord, d'une façon générale, qu'on évite, on est tous dans la même exposition, il faut éviter d'opposer SAMU de France aux sapeurs-pompiers. Ce qui correspond pour moi, ça me semblerait, ça serait un petit peu opposer les pompiers à la médecine. Or, pour moi, un médecin de sapeur-pompier, il faut savoir s'il est compétent parce qu'il est pompier ou parce qu'il est médecin. Donc à partir de là, je pense qu'il ne faut pas débattre. Il faut essayer de travailler dans la complémentarité. Maintenant, ce que je retiens dans les propos qui ont été dits, notamment au sujet de l'ambulancier et au sujet de la compétence ambulancière, on s'aperçoit que quelque part, et ça a été repris parce que finalement j'entends dire qu'on transporte quelqu'un, il faut qu'il soit transporté, donc on l'emmène, même si on n'en a pas forcément la compétence juridique, etc. Et puis on a entendu à travers les propos de Laurent qu'effectivement on se retrouve au niveau ambulancier avec un contenant qui est inférieur au contenu, ou un contenu qui déborde largement du contenant. C'est-à-dire que pour le diplôme d'état d'ambulancier, le temps de formation est inadapté à l'importance fondamentale de l'ensemble du programme qui doit être approfondi. Quand j'entends dire, et effectivement je rejoins tout à fait le fait de dire que c'est pas parce que c'est écrit noir sur blanc, et là on se rejoint, qu'on en a la compétence, et quand on voit dans un référentiel de compétences ambulanciers, donc il appartient à l'ambulancier de prendre en charge un patient porteur d'une perfusion ou porteur d'un pouce-seringue, etc. Ok, mais soit il peut, soit il peut pas. Mais s'il peut, il faut expliquer comment. Et ce comment, c'est pas vraiment développé dans le programme suffisamment. En tout cas, c'est insuffisant en termes de temps, voire même en termes de procédure. Donc, très bien, vous pouvez transporter un patient porteur d'une perfusion ou porteur d'un pouce-seringue ou d'une poche ou autre chose. Écrire qu'il faut répondre aux incidents.
c'est insuffisant, il faut expliquer comment. Et voilà. Donc en fait, on se retrouve avec un référentiel de compétences qui est quelque part dans un temps imparti et dans un développement de programme qui est étriqué. Donc sur le plan purement technique, il faut travailler à développer ça, parce que si on ne travaille pas avec cette évolution, c'est justement ouvrir la porte à d'éventuelles dérives. Parallèlement à ça, j'étais assez sensible à la réflexion de Laurent sur le fait que, effectivement, une grande partie des missions ambulancières sont sur du non-urgent et sur du quotidien. Alors d'abord, pour l'apprentissage de l'urgent, c'est vrai que transporter, prendre en charge, parce que j'aime pas ce mot transport, prendre en charge des patients qui vont bien et qui vont mieux, c'est aussi extrêmement formateur sur prendre en charge un patient qui ne va pas bien du tout. C'est-à-dire que c'est en faisant le non-urgent qu'on apprend aussi les réactions de l'urgent. Et puis, on parle d'évolution. Eh bien, une première évolution, sans aller sur l'urgence absolue, qui est absolument nécessaire de développer, comme je le disais. Ne serait-ce que cela. Il y a 8 modules ambulanciers, dont 4 sont communs aux aides-soignants, qui ont également 8 modules. Les 4 modules aides-soignants qui ne sont pas dans le cursus ambulancier seraient incroyablement appréciables pour l'ambulancier. Parce que l'ambulancier dans l'hôpital, l'ambulancier dans sa cellule sanitaire, c'est également un aide-soignant. Et tout ce qui est enseigné, et toute cette culture de soins, et cette culture hospitalière, et c'est pour ça que la DGOS, c'était la DHOS à l'époque, lorsqu'elle a étudié le programme de formation du DEA, a insisté pour accroître le volume, le temps des stages hospitaliers, parce que cette relation ambulancier-hôpital est extrêmement pertinente. Donc je pense qu'il y a vraiment 2 axes fondamentaux pour le développement de la formation ambulancière. C'est d'une part cette culture hospitalière à travers des modules qui existent, qui sont aides-soignants, puis après tout, si l'ambulancier, en plus d'être ambulancier, il a son module d'aide-soignant, c'est pas plus mal. Et donc toute cette culture d'attention vis-à-vis du patient, etc. Et puis bien évidemment la technologie sur l'urgence, parce qu'encore une fois, il y a des développements de technologies sur, enfin on l'a vu, on le voit ici, il y a une démonstration éclatante sur les télétransmissions d'électro, etc. Tout ce qui permet au médecin régulateur du SAMU de faire le jugement pertinent sur l'envoi de moyens complémentaires ou l'opportunité de transporter dans telle ou telle condition, etc. Tout ça, ça fait partie de l'adaptation nécessaire. Donc il est extrêmement nécessaire de développer cette formation dans ces 2 axes, le soin et puis l'urgence. Ben voilà, ben justement, on parlait de télétransmission. Je vais me tourner vers le docteur Louis Rouxel. Donc, simplement pour que vous me disiez en quelques mots très rapidement ce qu'on a déjà dit, ce que ça vous évoque. Voilà. 1, 2, 1, 2, yes. Merci. Ben, écoutez, déjà, je constate que le constat est le même pour tout le monde. Hein. On a d'un côté des professions diverses, très compétentes, malheureusement très cloisonnées, qui interviennent sur l'urgence. On a un chef d'orchestre, qui est le médecin régulateur, qui est là pour préserver l'hôpital et pour aider à orienter au mieux les patients. Il y a des solutions pour faire communiquer tous ces gens-là, et des solutions qu'on n'a pas inventées d'ailleurs, hein, qui commencent aux États-Unis depuis une bonne dizaine d'années, qui sont très développés en Allemagne, qui sont développés aussi en Norvège, dans les pays nordiques. Et c'est de faire travailler tous ces gens-là en binôme. C'est-à-dire qu'on a vraiment un binôme régulateur-effecteur, quel que soit le type d'effecteur. Ça peut être un ambulancier, ça peut être un infirmier, ça peut être un IAD, ça peut être un pompier, un rouge, un blanc. Chacun remplit un bilan correspondant à ses capacités, avec un outil informatique qui l'aide à mettre en forme tout ça, l'enrichit avec des photos, des vidéos. Quand on parle de télémédecine, hein, je ne parle pas de transformer l'ambulancier en caméra mobile. Hein. C'est vraiment utiliser les compétences d'un professionnel qui est formé pour ça sur le terrain, pour éclairer au mieux un médecin régulateur à distance. Et ça, c'est dans l'intérêt du patient. Donc ce n'est pas des solutions complètement nouvelles. Les Américains ont démontré que c'était efficace en termes médicaux, que c'était économique aussi, que ça permettait dans certains cas d'éviter les hospitalisations, dans d'autres de mieux orienter le patient. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a récupéré sur la région de Poitiers un bel infarctus, un ST+, sur un patient qui était quasiment asymptomatique, simplement parce que l'ambulancier était équipé et que le régulateur lui a demandé de rajouter le tracé. Et on s'aperçoit que c'est des choses très simples qui permettent au régulateur et à l'effecteur de parler la même langue, de se comprendre. Et là, on casse les barrières rouge-blanc, les barrières infirmiers, médecins, et on arrive à travailler au mieux pour l'intérêt du patient.
Merci, on fait une mini-pause avec une petite question et après on repart. Et le reste des questions, ce sera pour tout à l'heure. Oui, bonjour messieurs, dames. Gérald Urbas, infirmier. Alors, en PACA, c'est au sud de la France, pour ceux qui sont trop éloignés. Décidément, mais on vous aime à Paris, vous savez. Mais je sais. On aime toutes les régions, c'est Patrick. pour ça que nous venons. Au départ, quand j'ai demandé la parole, je voulais préciser certaines choses qui ont été très bien détaillées sur la prise en charge, sur les spécificités de l'ambulance. En très court, j'ai commencé en tant qu'ambulancier, puis la passion, l'amour de ce métier m'a poussé, grâce au travail que j'ai effectué avec le SMUR, le SAMU 06, m'a poussé à faire une école d'infirmier. Ça fait 12 ans que je suis infirmier, je me suis spécialisé dans l'urgence et dans la pédiatrie. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je défends deux professions, celle d'infirmier et celle d'ambulancier. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ça a été dit, il y a peut-être des passerelles, il y a peut-être à la marge des actes infirmiers qui pourraient être légèrement délégués aux ambulanciers. Et dans le même état d'esprit, c'est ce qu'on a connu chez les infirmiers, quand même on a grignoté un petit peu, au-delà de nos compétences, des spécialités, des spécificités qui aujourd'hui rendent service à qui ? Aux patients. Et c'est un petit peu sur ça que j'aimerais qu'on recentre la discussion, c'est qu'aujourd'hui, on se pose des questions sur qui fait quoi comment, qu'est-ce qu'on fait dans un véhicule rouge quand on est habillé en bleu, qu'est-ce qu'on fait dans un véhicule blanc quand on est habillé en rouge, en bleu, en blanc, peu importe. Mais si on recentre sur le patient, c'est qu'est-ce qu'on peut faire au mieux pour la victime, pour le patient. Donc oui, effectivement, il y a peut-être des compagnies d'ambulance où il n'y aura peut-être jamais d'urgence, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tomber sur un accident de la route, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un patient qui se dégrade, toute cette prise en charge du patient, même un patient qui va très bien, qui sort de consultation, on en connaît tous des exemples où quelqu'un était chez son cardiologue le matin et a fait un arrêt l'après-midi. Il y en a plein. En France, il y en a eu plein. Donc, effectivement, prévoir que les ambulanciers puissent être capables de prendre en charge tout et n'importe quoi dans le sens noble du terme, je crois que c'est vraiment le devenir. Tout à l'heure, j'entendais qu'effectivement, c'est aux politiques de décider. Moi, ça me fait sourire. Enfin, j'entends tout à fait, je vous rejoins. Mais ce qui me fait sourire, c'est que pour aller très souvent à des réunions politiques, quel que soit le camp politique, on entend les mêmes politiciens dire en réunion avec les SDIS, vous êtes des professionnels de l'urgence, vous savez faire, c'est à vous qu'on confie les missions. Et puis ces mêmes politiques qui, quand ils vont dans le monde de l'entreprise, vont dire ouais, je vous comprends, vous êtes des patrons de boîtes d'ambulance, il faut vous aider parce que vous êtes des entrepreneurs, on va vous aider. Mais alors déjà, si on règle ce problème politique, si on règle ce problème de double langage des politiques, déjà on aura bien avancé. Et effectivement, il y a très certainement de la place, c'est l'offre qui crée la demande. Aujourd'hui, on a des téléphones portables, on ne peut plus s'en séparer. Avant le téléphone portable, on allait aux cabines téléphoniques. Aujourd'hui, on ne peut plus s'en séparer. Donc c'est l'offre qui va créer la demande, effectivement. Et le rôle de l'ambulancier peut évoluer, paramédics ou n'importe comment, on peut l'appeler ce qu'on veut. À l'époque où il n'y avait pas de VLI, donc véhicule des pompiers avec infirmier, il y a des années en arrière, personne n'aurait pensé que ça existerait. Aujourd'hui, ça existe et c'est très souvent une très bonne réponse qui, effectivement, comme ça a été dit, est totalement adaptée. Donc peut-être que si on se ressent d'abord sur le patient, sur le besoin du patient, et au-delà de ça, c'est très dommage qu'on ne parle pas aussi de tous les sapeurs-pompiers volontaires qui sont ambulanciers et de tous les ambulanciers qui sont aussi sapeurs-pompiers volontaires. Ça aide, je pense que c'est au bénéfice du patient, parce que oui, le pompier volontaire va avoir une formation adaptée au secours routier, adaptée à tout un tas de prises en charge que ne va pas voir malheureusement l'ambulancier en son IFA. D'ailleurs, j'entendais quelque chose ce matin qui me faisait bondir. C'est dommage que j'ai pas eu le micro par rapport aux IFA. Bref. Mais au-delà de ça, un sapeur-pompier volontaire, quand il est ascensoriste, il peut être efficace sur une prise en charge spécifique. Quand il est mécanicien, il va avoir des connaissances. Et pourquoi, quand il est ambulancier, il n'aurait pas aussi un apport, une petite subtilité à apporter à un équipage ? Je crois qu'au contraire, il faut rebondir là-dessus et valoriser ceux qui sont à la fois sapeurs-pompiers volontaires et ambulanciers. Voilà. Je lâche le micro, surtout si elle la pose. Je vous remercie. Est-ce que je peux dire un mot ? Merci bien. Alors oui, vous allez répondre. Alors, juste sur le double langage des politiques, malheureusement, je crois que c'est un travail de longue haleine qu'on n'a pas fini de bosser dessus. Qui veut rebondir sur ce qu'a dit monsieur ? Je voudrais rebondir pour dire trois toutes petites choses. Premièrement, il y a 194 000 sapeurs-pompiers volontaires en France, et la richesse de cet effectif, c'est pas seulement le nombre, c'est aussi tous les métiers qu'ils font et toutes les compétences qu'ils ont. Et oui, bien sûr, il y a des métiers encore plus proches
de l'activité de sapeurs-pompiers volontaires, parmi lesquels les ambulanciers. Je l'ai dit ce matin, mais tout le monde n'était pas ce matin dans la salle, mais en tout cas, je l'ai dit ce matin, et pour nous, c'est important. Deuxième chose, tout à l'heure, je vous ai dit, je vous mets dans le ticket que dans 5 ans, les paramédics, on les verra sous un autre nom. J'ai oublié de vous dire un truc, c'est qu'il y a 15 ans, ça existait déjà. Et il y a 15 ans, ça existait déjà, il se trouve que c'était organisé par les détenteurs de la science, c'est-à-dire des médecins hospitaliers. J'entends bien que médecin non hospitalier, c'est un peu moins chic. C'est un petit clin d'œil pour mon voisin. Dans 2 endroits, un au nord de la Loire et un au sud de la Loire. Le premier endroit, c'est à Thionville. Thionville, c'est en Moselle, c'est tout près de la frontière du Luxembourg. À Thionville, il y a une quinzaine d'années, les secours préhospitaliers, ils étaient essentiellement délivrés par des IAD, sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste réanimateur qui sait bien de quoi il parle s'agissant de l'urgence. Je le connais assez bien. Le deuxième endroit, c'est très au sud de la Loire, et c'est en région PACA, c'est à Toulon. D'accord ? C'était coordonné pas par un dangereux fou, il n'était pas avec un uniforme bleu, rassurez-vous. C'était un médecin hospitalier, il vient de prendre sa retraite. Il s'appelle Jean-Jacques Arzalier. Quelqu'un d'extrêmement brillant, d'extrêmement compétent. Dans les 2 endroits, l'affaire ne s'est pas arrêtée parce qu'on avait une hécatombe, une surmortalité. L'affaire ne s'est pas arrêtée parce que les gens devaient la banderole. L'affaire s'est arrêtée parce qu'effectivement, quand vous êtes dans un paysage extrêmement dominant, c'est compliqué de sortir trop longtemps la tête par la fenêtre. Vous prenez beaucoup de poussière sur la figure. Voilà. En d'autres termes, ça a été cassé parce que ce n'était pas conforme au modèle unique. Alors je suis désolé si je ne tiens pas à une langue de bois, si je vous dis les choses. Je dis simplement qu'il y a 2 endroits où des médecins hospitaliers compétents, responsables, j'ai la chance de les connaître personnellement tous les 2, ont fait quelque chose qui va revenir dans quelques années, mais qui a déjà existé. Dernier mot, les politiques. Ne laissons pas la technique aux politiques et vice-versa. Les responsables politiques, si vous venez les voir avec une proposition technique, c'est à nous de les faire, les propositions techniques. Les gens ici dans la salle qui les font. Si vous venez voir avec une proposition technique qui tient la route et puis qui rentre dans un contexte, notamment économique, mais pas que, bien sûr, et bien là, ils valideront ou ils valideront pas, ils leur reprendront leur compte ou pas. Mais n'imaginez pas, et beaucoup l'imaginent, ah ben, le politique ne me l'a pas demandé, alors je ne l'ai pas fait. C'est à nous de proposer, c'est aux professions de proposer. Didier Aubert. Oui, j'aimerais rebondir sur un thème intéressant, c'est le besoin. Donc, je viens aussi de l'autre côté de la France, limite frontière, donc Nice. Les besoins, c'est pas les mêmes qu'à Paris. Surtout quand on est dans la RP niçois. Il y a quelques temps, j'ai fait une dégradation de l'état général d'une patiente à Oron. Oui, donc dans la montagne. Dans la montagne, tout en haut, près de la frontière italienne. Donc voilà. Moyen de secours, VRM pompier plus proche, non disponible, 45 minutes. UMH, 1h30. Pas moyen d'envoyer Dragon parce que malheureusement, plafond trop bas. Bon, qu'est-ce qu'on fait du patient? Rien. Donc effectivement, parler d'un intermédiaire, ce serait une bonne solution, une formation intermédiaire qui existe dans certains États aux États-Unis, qui disent qu'effectivement, il y a l'ambulancier basique, il y a l'ambulancier paramédicalisé, mais si on a un besoin intermédiaire dans certaines zones, il y a le NTI pour intermédiate. À mon avis, c'est le futur de la France. Et pour rebondir sur Toulon, aussi, ça montre aussi l'avancée qu'il y a qui va dans le sens du paramédicalisation. C'est le CG télétransmissible que des ambulanciers peuvent faire. Normalement, c'est dévolu à une tâche aux infirmiers. Les ambulanciers le font, ils sont formés, ça marche très bien. Ça peut sauver des vies. Et oui, les ambulanciers, ça peut sauver des vies aussi. Et en Haute-Savoie, ils sauvent des vies aussi parce qu'ils peuvent faire une administration de trinitrine dans les transferts usiques ou dans les problèmes cardiaques. Donc, pourquoi ne pas continuer dans cette lancée et tous assis autour d'une table, trouver un petit intermédiaire dans les ambulances? Très bien. Sur ce côté, cette question de la territorialité, j'ai l'impression qu'il ne se passe pas la même chose là où vous habitez chacun, qu'il n'y a pas une unicité en France. Ce n'est pas un des gros problèmes déjà? J'aurais tendance à dire que le problème, c'est que c'est d'un point de vue géographique, il y a les SMUR. Après, il y a effectivement des véhicules médicalisés, infirmiers ou médecins-pompiers. Et puis, il y a des zones, effectivement, où le délai, ça va être 45 minutes. Alors, le problème, c'est que la démographie des médecins de ville, qui étaient soi-disant éventuellement des médecins correspondants SAMU, on en trouve de moins en moins. Et il y a des zones, c'est le désert médical. Donc, effectivement, je reviens sur ce que
sur ma réflexion de tout à l'heure, je pense qu'effectivement, la profession des ambulanciers a gagné, en tout cas à faire des propositions pour faire évoluer le métier, pour effectivement prendre en charge certains patients, mais avec la formation ad hoc qui va. C'est-à-dire qu'effectivement, le secondaire, quand quelqu'un a une pompe à morphine, est perfusé et a plein de matériel, il faut que l'ambulancier il ait la formation pour pouvoir le faire. Sinon, de temps en temps, on va aller à la catastrophe. Donc il y a une nécessité pour les ambulanciers comme pour l'électrocardiogramme. L'électrocardiogramme ne fait pas partie des attributions des ambulanciers, mais il n'empêche que c'est fait actuellement. Et je pense que c'est une bonne chose, parce que l'ambulancier, comme vous donniez l'exemple, l'histoire de chasse, c'est qu'il réalise un électro qui est facilement réalisable aujourd'hui avec le matériel qui est à disposition, et ça va permettre de lever le doute pour le médecin régulateur. Après, se poser la question de son intervention après. Si effectivement, ça nécessite une prise en charge médicale, pour l'instant, l'ambulancier n'a pas la formation. Et là, il faut faire appel à un autre intervenant. Laurent Facon. Juste une réaction un peu à chaud. Ne vous moquez pas, c'est pas sympa. On n'a pas à se battre. Vous venez de dire, il doit se battre. On n'a pas à se battre. On inverse le problème, là. On est les effecteurs, on a les problématiques, donnons-nous les moyens. Montons en compétences, mais on n'a pas à se battre, on revendique rien, on n'est pas avec des banderoles. Faut pas inverser le problème. Je veux dire, on a des problèmes de santé publique, on a des situations de difficulté pour la prise en charge des patients dont on a les moyens, mais il n'y a pas de notion de combat. Et ça m'embête parce que plein de fois on dit ça, il faut se battre pour... Non, il n'y a pas à se battre. Donnons-nous ce qui nous permet de travailler. Et donnons à nos étudiants les moyens de travailler sereinement. Il n'y a pas de combat là-dedans. Parce que si justement on parle de combat, c'est-à-dire qu'on partirait de concurrence, c'est-à-dire qu'on piquerait le travail à quelqu'un. On veut piquer le travail à personne, on veut juste faire le travail correctement. J'ai donné un exemple tout bête. La glycémie capillaire, tout le monde a entendu parler dans la salle. D'accord ? Pourquoi il y a un débat ? Mais il ne devrait pas y avoir de débat. Soit on a besoin de l'apprendre, soit on n'a pas besoin de l'apprendre. Si les médecins régulateurs ont besoin de cette information, donnons-nous les compétences en IFA pour former les personnels, et on y va. Il ne devrait même pas y avoir de notion de combat. Alors, Bruno Huet, je vous vois réagir. Oui, le problème, c'est pas dans le combat, ça veut dire qu'on a un adversaire, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de faire des propositions, effectivement, pour faire progresser la formation d'ambulancier et que ça soit parfaitement réglementaire. C'est-à-dire que moi, sur mon endroit, s'il n'y a pas de chirurgien pour faire la pindoc, c'est pas grave, je vais la faire quand même, parce qu'il y a un besoin. On peut pas raisonner comme ça en France, et partout dans les autres pays. C'est-à-dire que vous avez un exercice qui correspond à un diplôme et qui vous permet de le faire. Donc faisons évoluer le métier d'ambulancier, effectivement, pour y réfléchir sur qu'est-ce qu'il peut prendre en place. On parlait de la glycémie capillaire. Je suis désolé, mais aujourd'hui, la glycémie capillaire, et c'est la réponse de la DGOS, l'ambulancier n'est pas habilité à le faire. Et pourtant, c'est demandé par les médecins du SAMU régulièrement. Donc à un moment donné, c'est un combat qu'il faut arrêter, ce combat. Il faut permettre aux ambulanciers de faire la glycémie capillaire. Il faut permettre aux ambulanciers de pouvoir réaliser un électrocardiogramme. Il faut permettre aux ambulanciers de surveiller une perfusion avec la formation qui va bien avec. Et éventuellement avec une seringue électrique. Donc, corporatisme, oui, mais enfin, il y a ses limites. C'est qu'à un moment donné, on ne peut pas mettre des infirmiers dans toutes les ambulances. Et ça n'aurait pas d'intérêt. Effectivement, quand on a 45 minutes d'intervention d'un infirmier, est-ce qu'il faut l'attendre Voilà. Alors, donnons les moyens aux ambulanciers de pouvoir le réaliser. Mais on ne peut pas dire, il y a un besoin, il n'est pas couvert, c'est pas grave, je le fais. Non, là, je ne suis pas d'accord avec votre façon de voir, parce que, il n'y a pas de chirurgien, c'est pas grave, je vais opérer le malade, moi. Alors, il y a quand même... Je ne demande rien à personne, je le fais, puisqu'il y a un besoin. Il y a quand même quelque chose, nous, qu'on constate sur le terrain, ce cours MAG et ce cours Expo, c'est qu'il y a de plus en plus d'ambulanciers qui se forment au PHTLS. Donc, c'est le Pre-Hospital Trauma Life Support, qui est donc le référentiel anglo-saxon. Donc, ce qu'on peut en déduire, c'est qu'il y a une appétence de la part des ambulanciers. Donc, il y a une envie aussi d'évoluer, il y a une envie d'aller plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de cette envie ? Si c'est pas le paramédic, si c'est pas cette autre chose dont on parle depuis tout à l'heure, mais qu'on n'arrive pas à définir, cet intermédiaire, qu'est-ce qu'on fait de tous ces ambulanciers qui ont envie d'être meilleurs au quotidien et d'avoir de plus en plus de prérogatives ?
Je pense que c'est d'abord un excellent révélateur de l'implication des salariés ambulanciers dans la profession. C'est-à-dire que vraiment, une des composantes essentielles de la profession, c'est cette volonté, cette velléité d'évoluer et d'évolution des ambulanciers salariés qui sont passionnés et qui veulent aller au-delà de ce que leur permettent effectivement parfois des référentiels étriqués ou des compétences tuyautées. Et voilà. Et donc, d'un autre côté, c'est plutôt très positif de penser qu'ils vont. Ce qui est négatif et ce qui est inquiétant, c'est qu'ils sont obligés d'aller chercher ailleurs, c'est-à-dire de chercher ailleurs que les circuits normaux de la profession des moyens pour évoluer eux-mêmes. Surtout que la profession d'ambulancier, qui est une profession qui est relativement accessible assez facilement. Pour y rentrer, on devient auxiliaire, etc. On passe son DEA. Et c'est une porte ouverte vers les métiers de santé. Donc aide-soignant qui est à peu près de même niveau, et puis éventuellement avec la valorisation des acquis par l'expérience, c'est un métier qui permet d'évoluer, et monsieur en est très clairement la preuve. Mais même si on reste d'ailleurs ambulancier, il y a une évolution, c'est un métier qui de toute façon est passionnant. Donc c'est effectivement très regrettable de penser qu'eux-mêmes sont obligés de faire une démarche pour aller en dehors des sentiers battus. On est dans une hérésie totale. Et ce matin, d'ailleurs, donc, on en parlait un peu tout à l'heure, j'animais une conférence sur la place des ambulanciers dans la pyramide opérationnelle des secours. Et une des choses qui est ressortie, c'est la question de la confiance. C'est que les autres acteurs du secours ne font pas parfois assez confiance aux ambulanciers sur des situations d'urgence. Est-ce qu'aller vers du paramedics, ça suffirait peut-être à rassurer les autres acteurs et donc à faire revenir les ambulanciers au cœur de la pyramide? Patrick Hugh. Oui, alors... Bon, je vais rebondir un petit peu sur les formations annexes. Le problème de notre formation, c'est qu'on n'a pas vraiment de formation continue obligatoire, hormis la FGSU tous les 4 ans, ce qui est quand même pareil un faible niveau. Effectivement, nous, on a trouvé des solutions autres, un peu différentes. Donc la formation PHTLS, puisque cette formation PHTLS, effectivement, est une formation nord-américaine qui correspond plus à de la prise en charge préhospitalière de la traumato, mais il y a aussi... le bilan et la façon d'aborder une victime. En plus, c'est travailler sur une prise en charge généralement à 2, puisque dans les autres pays, les ambulanciers travaillent en équipage de binôme. Mais plus que ça, beaucoup plus que ça, on a d'ailleurs une formation bientôt, au mois de mars encore. Cette formation nous permet de travailler en interservice. Tout simplement parce que ces formations-là, dans une formation de 12 personnes, vous allez aussi bien avoir un infirmier sapeur-pompier, un médecin SAMU, un ambulancier, un SIAP de l'aéroport, etc. Ces gens-là sont là pour la même raison, la même motivation. Et là, on apprend à travailler ensemble. Et le médecin sapeur-pompier, après, voit les ambulanciers différemment, idem dans l'autre sens. Et c'est ça, l'intérêt premier de ces formations-là, c'est ça, c'est d'apprendre à travailler en interservice autour d'une même victime. Après, on a le pendant, qui est la MLS, l'Advanced Medical Life Support, qui est le pendant médical du PHTLS. Et effectivement, c'est pareil pour les ambulanciers qui le font. Ça change la façon d'aborder la victime. Donc il y a des formations qui doivent nous permettre d'évoluer. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je trouve qu'on forme beaucoup trop de DEA. Pas qu'il n'y ait pas de besoin, mais c'est là que c'est dramatique. Comment se fait-il qu'il y ait autant de besoins? Les gens ne restent pas dans notre métier. Avant, 60% des ambulanciers avaient quitté la profession au bout de 5 ans. Je crois que là, on est aux alentours de 3 ans, 60%. Alors que c'est un métier passionnant, mais seulement il faut le faire évoluer. Il faut le faire évoluer. Alors, est-ce qu'on peut avoir... Voilà. Alors, attendez, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Il est 16h. Attendez. Attendez avant de lever le bras. Il est 16h. On va encore débattre pendant un petit quart d'heure. Je donne juste la parole à Louis Rouxel. Et ensuite, on aura un quart d'heure pour aller à toutes vos questions. Donc, vous inquiétez pas, vous aurez le temps de vous exprimer. Au cas, notez, parce que je sais que vous ne pouvez pas rebondir sur ce que les gens disent. Notez bien dans vos têtes vos petites questions et je vous donne la parole juste après. Promis.
Je vais être rapide, promis. Juste pour rebondir sur l'aspect formation, l'informatique, les nouvelles technologies sont aussi un moyen de monter en compétences. De deux façons. D'abord parce que dans les outils, on va trouver des checklists et on peut y insérer, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, de l'intelligence artificielle qui va aider à guider le professionnel pour réaliser un meilleur bilan. Et ensuite, sur un deuxième plan, c'est la communication. Ça a été démontré notamment dans un autre domaine de la télémédecine qui est celui des plaies. Il a été prouvé que les infirmières qui utilisaient la télémédecine pour la prise en charge des plaies montaient en compétences avec des évaluations à 1 an, à 5 ans, de par l'interaction qu'elles avaient avec l'expert à distance. Et de la même façon, l'ambulancier, communiquant mieux avec le régulateur du SAMU, va se voir peut-être déléguer un certain nombre de gestes, va se voir enseigner un certain nombre de techniques, et c'est aussi un facteur, à mon avis, de formation, sans parler de la formation qui peut être faite autour de l'outil. Ça, c'est quelque chose qu'on a constaté dans les EHPAD, où l'outil informatique peut devenir aussi un outil de formation et de recyclage. Merci. Alors, j'aimerais parler un petit peu d'argent maintenant. Je sais qu'on a toujours de la pudeur à en parler en France, mais on va quand même y aller. De toute façon, on y est allé ce matin, donc... allons-y gaiement. On sait très bien que la prise en charge de l'urgence, c'est pas ce qui rapporte forcément du chiffre d'affaires aux ambulanciers. Du coup, on peut se dire quel intérêt finalement de grimper vers du paramédics, puisque de toute façon, alors le patron va investir, il va mobiliser des équipes, il va les faire se former pour finalement n'avoir aucun revenu supplémentaire. Est-ce que c'est un des freins aussi à ce volet-là ? Un des freins déjà fondamentaux aujourd'hui, c'est que la tarification est basée à l'acte. Donc à partir de là, la compagnie d'ambulance qui veut faire de l'urgence et s'investir dans l'urgence, si elle raisonne avec des moyens exclusifs postés, eh bien cette tarification est déjà tellement inadaptée à l'acte que le temps d'attente qui est induit dans l'urgence, puisqu'il y a forcément le temps d'intervention, mais il y a le temps d'attente, c'est parce qu'il y a la disponibilité, est de plus en plus difficilement finançable. Donc, pour beaucoup d'entreprises d'ambulance, il y a des entreprises d'ambulance qui sont aujourd'hui contraintes de reculer sur le terrain d'urgence uniquement pour des problèmes strictement pécuniaires, parce qu'ils n'ont pas le financement pour attendre l'urgence et pouvoir intervenir immédiatement. Donc ça, c'est déjà une problématique. Deuxième problématique, c'est qu'il n'y a pas que les ambulanciers qui ont des problèmes d'argent, et que donc dans les établissements hospitaliers et notamment les services d'accueil d'urgence, malgré la célérité des professionnels de santé, d'accueil, etc., de soignants, etc., qui sont vraiment extrêmement mobilisés, eh bien, il y a un temps d'attente parfois dans les hôpitaux pour déposer un patient. Donc les ambulanciers, non seulement les services d'ambulance, non seulement n'ont pas vraiment les moyens d'attendre l'appel, mais en plus, lorsqu'ils sont en intervention, s'ils se rajoutent 10 minutes, un quart d'heure, voire 1 heure pour déposer un patient, ça condamne définitivement la viabilité économique du système. Donc c'est une véritable préoccupation qui est d'ailleurs la conséquence du manque de moyens aussi dans les hôpitaux. Donc il y a une vraie problématique aujourd'hui d'équilibre économique. Ce qui fait qu'il y a parfois des compagnies d'ambulance qui sont un petit peu malmenées par les candidatons en disant ils font pas d'urgence, etc. Oui, mais on ne peut pas avoir du crabe au prix du surimi. Et à partir de là, il y a un moment où les compagnies d'ambulance sont obligées de restreindre leurs moyens, alors que parallèlement, dans le même temps, les ambulanciers ont envie d'avoir une activité qui est valorisante et qui leur permet aussi d'exercer la panoplie complète de leur profession. Renaud Huette. Oui, au niveau du financement, pour compléter ce qui vient d'être dit, c'est qu'à partir du moment qu'on fait une formation complémentaire, dont le contenu et la durée restent à définir, qui permet aux ambulanciers de pouvoir évoluer dans leur profession. Oui, mais à partir de ce moment-là, ils vont aussi revendiquer d'avoir un salaire qui soit un petit peu différent que l'ambulancier ayant été formé en 5 mois et demi. Ceci dit, l'employeur, pour pouvoir le payer à la hauteur de sa compétence et de sa formation, faut-il encore que la CPM, à ce moment-là, revoie ses facturations. Et là, les caisses étant vides, c'est un frein non négligeable. Allez-y, vous prenez. On va prendre l'exemple d'une médicalisation qui va forcément coûter plus cher. Donc,
Effectivement, valoriser le travail d'un ambulancier qui aurait une formation complémentaire. Si c'est pour une prise en charge qui, à l'arrivée, coûtera moins cher parce qu'il n'y aura qu'un seul véhicule et pas deux, qu'un binôme d'ambulanciers et pas un SMUR total, etc., à l'arrivée, le coût supplémentaire coûtera quand même moins cher à la collectivité. Ça dépend. Allez-y, prenez la parole. Ce qui est extrêmement paradoxal, c'est qu'il faut savoir, il faut avoir conscience par rapport à la caisse d'assurance maladie, c'est que l'ambulance, les services d'ambulance en France sont générateurs d'économies pour l'assurance maladie qui vont bien au-delà de leurs coûts. C'est-à-dire, globalement, le transport sanitaire en France est non seulement pour la caisse d'assurance maladie, presque, on va dire, gratuit dans l'équilibre, parce qu'il génère des économies qui vont au-delà de leurs coûts. Alors, il y a des exemples, on connaît. Il y a évidemment le maintien à domicile, la politique de maintien à domicile qui va plus loin aujourd'hui que l'HAD. Donc, on écourte l'hospitalisation, on garde des patients à domicile parce qu'on sait que quelques transports en ambulance coûteront moins cher que quelques journées en hospitalisation pour des examens, etc. On pense que, évidemment, le regroupement des plateaux techniques hospitaliers qui font qu'on va plus loin pour être mieux soigné, eh bien, tout ça, ça ne peut se faire qu'à la base d'un service de transport sanitaire efficient. Et à partir de là, quand on regarde dans la globalité, le coût de transport sanitaire en ambulance et finalement est complètement, on va pas dire dérisoire, mais en tout cas est bien largement rentabilisé par les économies qui sont générées grâce à la pierre angulaire que sont les services d'ambulance. Didier Aubert. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qui est financier et tout ça, c'est vrai qu'il faudrait en discuter. Il y a un système qui marche très bien, que j'ai pu voir dans le Var, c'est les conventions avec le SAMU. Donc, ce n'est pas le CPM qui paye les ambulanciers privés, c'est l'hôpital. Donc, au lieu de déplacer un premier vecteur plus un deuxième vecteur plus un troisième éventuellement, il déplace uniquement une VLM et l'ambulancier privé, il reste sur place. Il fait sa prise en charge, il conditionne le patient avec le médecin du SAMU et il est payé par l'hôpital au temps et non effectivement au transport. Et ça génère encore des économies, ça génère beaucoup moins de dépenses que de déplacer plusieurs vecteurs et c'est peut-être une possibilité, si on passe à un autre niveau d'ambulancier, de penser à ce système-là où le gérant d'entreprise, où je peux comprendre qu'ils doivent tenir les comptes à flot, puisse avoir une bonne indemnisation sur la durée qu'a passé ces ambulanciers sur une intervention, tout en étant moins cher que d'envoyer plusieurs vecteurs sur un lieu d'évacuation. Bien, alors on va passer aux questions. Juste, j'ai une dernière question pour nos invités, ensuite on passera aux questions, ne vous inquiétez pas. La dernière question, imaginons, demain on fait passer un joli 49.3 et on dit tous les ambulanciers désormais sont paramédics. Imaginons, faisons de la prospective. Qu'est-ce que ça change pour vous? Qu'est-ce que ça changerait pour chacun de vous? Faisons un peu d'imagination. C'est pas parce que vous marquez champagne sur une bouteille de Badois que ça sera du champagne, quoi. Très bonne réponse. Non, mais c'est une question bête, réponse bête, quoi. Je veux dire, Non, mais alors, attendez, j'assume complètement mes questions bêtes puisque je suis là pour être le béotien. Je joue mon rôle de Candide. Mais je vous remercie de faire remarquer que je pose des questions cons. Ça me fait vraiment plaisir. Surtout après avoir bossé comme ça sur les conférences. Merci. Oh non, vous n'avez pas dû bosser beaucoup sur celle-là. Non. C'est moche. Je vous inviterai plus puisque c'est ça. Voilà. Ouais, même quand je suis dans la salle. Non, je voulais revenir à un système économique, etc. Effectivement, l'argent est le nerf de la guerre, mais on peut le penser différemment. On peut faire la course à la subvention, on peut attendre que les tarifs augmentent, etc. Et puis, il y a aussi comment s'organiser sur le terrain de façon à... Parce qu'on a quand même, c'est vrai, ce souci économique, que ce temps improductif devienne productif et devienne valorisant pour nos ambulanciers. Je reviens toujours à la même chose, la géolocalisation, l'équipement aussi, de la télétransmission, etc. Je pense que c'est une bonne chose. Et la couverture territoriale que ça peut entraîner. On a un centre hospitalier important, on a des collègues qui viennent de 50, 60 km
avec un patient pour une consultation, ils sont bloqués 1 heure, 2 heures, ils ne vont pas repartir. Ce temps-là est improductif. Ils sont non rémunérés pendant ce temps-là. Eh bien, il suffit qu'ils se mettent dispo. À travers la géolocalisation, ils vont pouvoir être déclenchés. Ce temps-là devient productif. Et le patient sera pris en charge. C'est ça aussi. Si on attend tout en pleurant, en disant « j'ai besoin d'argent, il me faut de la subvention », c'est le paradoxe. Là, je reviens encore dans notre département, où nous n'avons jamais eu la moindre subvention depuis 30 ans. Et je n'ai pas le sentiment que nos entreprises sont en difficulté. Nous avons moins de 500 carences cette année. 1,34%. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors on parle de gestes délégués. On a été le premier département de France à s'équiper de défibrillateurs semi-automatiques. Et ce n'était pas simple à l'époque. Ce n'était pas comme maintenant. Il fallait être formé dans le département où vous exerciez. Il fallait un médecin SAMU et un médecin pompier pour valider. Ça paraît incroyable maintenant. Nous sommes venus à Garches, parce qu'on avait obtenu une convention avec le SMUR de Garches, pour être formés à la défibrillation précoce. On était une petite structure à l'époque, même si on l'est toujours. Donc il a fallu qu'on organise, parce que c'était 3 jours de formation, de façon à ce que les équipes soient là. Oui, ça avait un coût, mais on était motivés. On est arrivés. On a été les premiers, enfin les ambulanciers privés à l'époque, nous avons équipé les ambulances des défibrillateurs. On a eu une chance extraordinaire. 3 jours après, sur un appel 15 basique, le patient, 34 ans, passe en fibrillation ventriculaire, récupéré au 2e choc sans séquelles. Bingo, c'était gagné. C'était gagné. On ne se pose pas la question. Nos VSL sont équipés de défibrillateurs semi-automatiques. Quel est l'intérêt ? On va tous chercher des patients qui sortent de cardiologie, de rééducation cardiaque. Ce sont des patients. Si on veut défendre la différence entre un taxi et notre métier, c'est à travers ces gestes-là. Mais nous sommes un petit département de France. Mais je suis sûr que ce département-là, si on n'avait pas été sabordé par nos instances nationales, aurait pu être une référence. C'est pour ça que ce matin, effectivement, j'étais assez en colère avec Thierry Chifano et ce qu'il nous a fait il y a 2 ans. Et je ne l'oublie pas. Alors, on va passer aux questions du public. Il y a donc un micro ici, on vous écoute. Et après, on passera là-bas, je vous ai vu. 1, 2, ouais. Voilà, c'était juste pour amener le témoignage dont vous avez un petit peu évoqué. C'est se mettre tous d'accord. Et je mène le témoignage au Savoyard, hein, Philippe Béchet, je suis d'Annecy. Et le témoignage au Savoyard et Savoyard, où on a réussi à faire un plateau, un CTRA, un centre de régulation et de traitement des appels, où sur ce plateau, on a réussi à mettre les blancs, on a réussi à mettre les rouges, on a réussi à mettre le téléalarme, on a réussi à mettre les ambulanciers privés. La conséquence de tout ça, ce sont des ambulanciers qui font du transfert tout à fait quotidien, mais aussi des ambulanciers spécialisés en ATSU, en SCALP, c'est-à-dire les transports post-coronarographiques. Mais on a aussi développé le T2IH, le transfert interhospitalier, infirmier interhospitalier, où on a formé des ambulanciers à la néonatologie pour aider les infirmiers à des transferts. Notre département est quand même un peu difficile d'accès. On a des délais de transport qui sont facilement de 2 heures, 3 heures, voire 5 heures aller-retour. On a un centre de néonatologie qui est à Chambéry, et nos 2 gros pôles qui sont Grenoble et Lyon. Un pôle de cardiologie important sur Annecy. Et voilà, tout le monde s'est mis d'accord, tout le monde a essayé de travailler ensemble. Et chaque fois qu'il y avait un problème sur ce plateau technique, l'ambulancier interpellait le médecin en disant « mais là, on fait quoi ?» Et on a des pompiers qui prennent des tensions, bientôt des pompiers qui vont faire des glycémies. On a des ambulanciers qui prennent des tensions, qui font de la réponse au 15. Et la réponse, c'est le patient. Et le patient, il a une réponse soit pompier, soit une réponse ambulancier, soit une réponse infirmier interhospitalier, soit une réponse SMUR si nécessaire. Merci. Je me présente, je suis le docteur Emou, je suis anesthésie-réanimateur et je suis responsable d'une association, Coopération internationale pour la médecine d'urgence et la vigilance sanitaire en Afrique. Je pars du principe que toute carrière est évolutive. Donc, je ne vais pas me cantonner aux problèmes spécifiques des ambulanciers. Mais je donne une expérience. J'ai travaillé au Togo. Donc, dans les années 88-89,
Vous savez très bien qu'en Afrique, il n'y a pas des anesthésistes-réanimateurs, il n'y a que des infirmiers anesthésistes en nombre limité. Comment il fallait résoudre ce problème? Donc, sans rentrer dans les détails, on a pris l'option de ne pas faire des infirmiers anesthésistes option France d'une formation de 2 ans, ou bien de former des médecins anesthésistes-réanimateurs, ça reviendrait trop cher. Donc, nous avons pris l'option de former un corps intermédiaire appelé les assistants médicaux en anesthésie-réanimation. C'est un vieux échelon qui date, mais pour plusieurs disciplines. Et donc, quand on a fait les assistants médicaux d'anesthésie-réanimation, c'est des infirmiers diplômés d'État, 3 ans de formation, concours. Une fois admis au concours, ils passent le concours d'assistants médicaux et puis ils font 1 année de tronc commun avec toutes les autres disciplines. Pour prendre la simologie, là, n'a pas tout ce que vous voulez. Et puis, à partir de la 2e année, 2e, 3e année, ils font l'anesthésie-réanimation. Eh bien, ils ont changé de statut, ils ont été efficaces dans le bloc opératoire, et puis, ils ont réussi à couvrir toute l'étendue du territoire pour combler le déficit d'anesthésie-réanimateurs, et ils sont très responsables et respectés dans les postes isolés. Et pour conclure, aujourd'hui, l'expérience est en train de faire tache d'huile à travers toute l'Afrique francophone. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, juste apporter une petite oui, allez-y. Juste apporter une petite réponse. Par rapport au schéma que vous avez donné, globalement, on n'est pas très très loin de la formation française, hein, qui est 3 ans pour le DE, 2 ans minimum pour présenter le concours, ce qui fait que vous rentrez, en fin de compte, si vous êtes retenu, là, après 3 ans d'expérience professionnelle, et 2 ans derrière. Hein. Donc votre schéma qu'il y a en Afrique, globalement, il n'est pas très très éloigné de celui de la France. Alors, une autre question. Ils sont respectés parce qu'ils changent de statut. On a pu récupérer des sages-femmes tout simplement parce que pour changer de statut, il leur fallait devenir assistante médicale. Allez-y. Oui. Ça marche, ça marche. Oui, voilà, là ça marche mieux. Oui, c'est très intéressant ce que disait ce monsieur. Et effectivement, c'est peut-être les passerelles entre les différents professionnels de santé. On parlait tout à l'heure des ambulanciers, justement, la reconnaissance des ambulanciers. Je pense que déjà, ça se travaille au niveau de tous les instituts de formation, les instituts de formation d'ambulanciers, les instituts de formation des soins infirmiers, les facs de médecine. Malheureusement, il y a encore trop de professionnels de santé qui prennent les ambulanciers comme des gens qui transportent. Point. Et ça se voit au niveau des services d'urgence. Moi, quand je suis dans mon service d'urgence en pédiatrie, je préviens, quand je reçois un équipage d'ambulanciers avec un patient, je leur explique pourquoi je reprends le bilan au complet. Je leur explique que leur bilan est un bilan initial, que moi j'ai le bilan à l'instant T au moment où le patient arrive et que ça me permet d'avoir une évolution dans le bon sens, enfin une évolution de l'état de santé du patient. Mais je pense que malheureusement, c'est mon parcours qui me permet de faire ça, parce qu'il y a beaucoup d'infirmiers ou d'infirmières ou d'aides-soignants ou de médecins ou d'internes qui sont incapables de savoir exactement quel est le rôle d'un ambulancier et qui se disent, bon, finalement, c'est un mec qui met quelqu'un dans la caisse d'une voiture et qui le transporte. Voilà, donc je pense que déjà, et également, alors je suis désolé, je crois que la dame est par là-bas, je respecte tout à fait en tant que directrice d'un IFA, mais je pense que c'était un petit peu réducteur le discours de ce matin de dire que non, ils ne sont pas formés à l'urgence. Si, ils doivent être formés à l'urgence quand même. Je pense que c'est global, c'est complémentaire. Il faut tout savoir faire pour le faire correctement. Il faut être capable de prendre en charge. Alors oui, faire croire aux ambulanciers qui rentrent en institut de formation, qui vont faire strictement que de l'urgence et que ça va être le héros du quotidien, c'est pas vrai. On est tout à fait d'accord. Mais il faut prévoir toutes les situations. Et au-delà de ça, je trouve vraiment regrettable que dans les écoles de professionnels de santé ou les écoles de médecine, on n'ait pas une approche de qu'est-ce que c'est son voisin. Voilà, finalement, on le voit. En médecine, l'hygiène n'est pas forcément la priorité. Et une interconnexion, des journées d'information de qu'est-ce que fait l'autre professionnel de santé, je pense que ce serait bien.
Bon, il y a encore beaucoup de questions. Allez-y rapidement. Et après, il y a 2 questions encore. Et puis, on conclura puisqu'on passe ensuite sur la spécification des agréments. Juste pour aller même plus loin que ce qui vient d'être dit, il faut savoir que dans les ministères, le terme d'ambulancier a quasiment disparu, même au ministère de la Santé. C'est-à-dire qu'on a des tutelles qui ignorent totalement ce que c'est qu'un ambulancier. Et puis le mot ambulancier est devenu transporteur sanitaire. Et maintenant, dans le courant et le langage courant du ministère, ce sont les transporteurs. Donc assimilé à des taxis, on met dans une enveloppe globale le taxi, ambulancier, etc. Donc il faut faire très attention parce que même le terme ambulancier a tendance à disparaître dans l'esprit de nos tutelles. Et tu as complètement raison, il faut vraiment remédier à ça. Alors, 2 questions et après on termine. Allez-y, monsieur. Alors, on va dire simplement 2 interventions. Une intervention, un commentaire. C'est pas spécialement une question, un commentaire. Et puis je passe le micro à ma collègue. Donc juste en 2 mots, je suis directeur d'institut de formation et également président d'un regroupement d'un certain nombre d'instituts de formation. Et la remarque que je voulais apporter, qui va un petit peu dans la globalité, à l'heure d'aujourd'hui, ce qui pêche énormément, c'est que les ambulanciers n'ont pas de référentiel activité, référentiel métier, ce qui existe dans toutes les autres professions de santé. Et un référentiel activité, un référentiel métier, c'est de définir exactement ce qu'un ambulancier peut faire. Non, il n'y a pas de référentiel d'activité. Il y a un référentiel de formation. Il y a un référentiel de formation, mais il n'y a pas de référentiel d'activité. C'est d'ailleurs pour ça que la VAE n'existe pas. Enfin, du moins, elle existe dans les textes, mais elle n'est pas applicable parce qu'il n'y a pas de référentiel. Donc, il serait très, très, très intéressant de pouvoir créer ce référentiel et derrière d'appliquer la formation qui va en adéquation avec le référentiel métier. Alors, évolution ou pas évolution, effectivement, là, on peut en parler après pendant longtemps, ça sera en fonction du besoin. Quel est le besoin du patient? Le référentiel métier, activité et formation. Et je pense que tout le monde est relativement d'accord sur ça. Et après, juste le lien et la réponse avec ce que vous disiez, que je partage à 100%, il est vrai que beaucoup de professionnels de santé ne connaissent pas l'activité ambulancière. J'ai eu l'occasion personnellement de recevoir des étudiants cadres qui ignoraient totalement et qui ont découvert. Et on essaye, mais je dis bien on essaye, et avec notre association et les autres associations présentes ici d'instituts de formation des professionnels de santé, c'est de faire découvrir ce qu'est le métier ambulancier. Bon, je passe le micro à ma collègue qui, elle, a une expérience justement très rapidement, hein, s'il vous plaît, il faut que je tienne les timings. Je vais faire très vite. Donc, je suis Fabienne David, directrice de l'IFA du CHU d'Angers, donc région Pays de Loire. Et juste pour l'interprofessionnalité, c'est quelque chose qui existe. L'intérêt des IFA qui se retrouvent avec les IFSI et les IFAS, moi je suis aussi directrice d'école aide-soignante, c'est qu'on a pu mettre en place un TD, interprofessionnalité, pour qu'ils puissent parler le même langage. Et c'est basé sur les transmissions. Et je voudrais faire un lien sur... on a beaucoup parlé des paramédics, mais ce que disait M. Facon, c'est que la société évolue vers la prise en charge en ambulatoire. Et concrètement, les patients que vous prenez en charge sont de plus en plus polypathologies. Et pour faire le lien avec l'activité, j'ai été observée sur le terrain. Et, excusez-moi, un petit peu d'émotion. Et ce que j'ai aperçu, c'est que les ambulanciers prennent de plus en plus des patients avec des polypathologies. Et malheureusement, on s'aperçoit que notre formation sur 4 mois et demi ne leur permet peut-être pas suffisamment d'évaluer la situation. Et là, de se retrouver en difficulté. Donc, sûrement, et c'est ce que disait M. Facon, il faut que la formation évolue au niveau du temps pour qu'on ait la possibilité de leur enseigner un petit peu plus sur le raisonnement clinique, comment on analyse une situation. Alors, à Nantes, ils ont utilisé une autre méthode, mais je pense que c'est ça qu'il faut surtout travailler et développer dans nos structures et dans nos IFA. Et ça peut être tout à fait adapté après à l'urgence. Voilà. Merci beaucoup. Malheureusement, on ne peut pas continuer sur les questions. En tout cas, nos invités sont là pour répondre à vos questions. Ouais,
Très très rapidement, parce qu'il faut qu'on passe à la Très suivante. rapidement, c'est la réponse du ministère de la Santé à un questionnement qui a été fait. Donc, voilà, la réponse, je vous la fais. En effet, suite à la ingénierie du diplôme d'ambulancier, cette profession bénéficie désormais d'un référentiel de compétences décrivant les actes effectués par les ambulanciers. Pour ces raisons, il n'est pas nécessaire d'élaborer un décret d'acte. Bon, si vous voulez en parler, je vous invite à vous voir juste après. Excusez-moi, non. On peut... je vous dis simplement que ça, c'est la réponse du ministère et que dans cet arrêté, il y a ce que l'ambulancier peut faire pour répondre à... Bah, si. Bon, merci beaucoup. On va conclure cette conférence. Merci à tous. On peut quand même applaudir nos invités qui ont répondu aux questions, qui étaient là. Merci à vous tous. Et donc, on passe à la spécification des agréments pour les transporteurs sanitaires dans 3 minutes. 3 minutes. Merci.